Yves, ton micro est fermé. Je devrais avoir une image d'un petit... Voilà, désolé. Merci. Alors, mon nom est Yves Paradis. Ça nous fait plaisir, Ingrid et moi, de vous présenter nos programmes ou nos dispositifs Ça suffit et Stop. Et principalement, j'aimerais d'entrée de jeu, j'aimerais souligner les objectifs en général de notre présentation aujourd'hui. Bon, le principal objectif, ça sera de présenter, bien entendu, de vous sensibiliser, de faire connaître nos dispositifs, les dispositifs ou les programmes Ça suffit et Stop. Bien entendu aussi de comprendre certains enjeux au niveau de la prévention secondaire, en lien avec les lignes d'écoute. Puis bien entendu aussi d'aborder, vous sensibiliser en ce qui a trait les leviers ou les obstacles en lien avec la mise en place là, de tels dispositifs ou de tels programmes. Donc au début, nous allons interchanger, hein, parce que pour moi, c'est la première expérience que je fais en visioconférence à deux, donc interchanger les diapos. Donc, je tenterai d'être coordonné le plus possible, cela dit. Alors, donc voilà, ces dernières années, force est de constater qu'un certain nombre de personnes dans la population en général entretiennent des fantasmes ou des intérêts sexuels à l'endroit des personnes mineures ou qui n'ont jamais passé à l'acte, à la fois dans la réalité, puis à la fois aussi par le biais d'Internet. Donc, Prends le relais du coup. Donc, à toi, Ingrid. on observe des données épidémiologiques qui montrent ces attirances sexuelles envers les enfants dans des populations générales. Et on a affaire alors à des données qui peuvent être plus anciennes, comme l'étude de Brière et collaborateurs, qui a interrogé donc un petit échantillon de 196 étudiants universitaires et qui leur demandait en fait leur degré d'adhésion à un certain nombre de propositions. Et les résultats ont montré que 9% des personnes adhéraient à l'idée d'avoir des fantasmes sexuels envers les enfants. 5% déclaraient avoir été surpris par le fait d'avoir des fantasmes sexuels sur les enfants. Et 7% des personnes déclaraient qu'ils auraient une certaine probabilité d'agresser sexuellement des enfants s'ils étaient sûrs de ne pas être vus et de ne pas être punis. Donc ça, c'est une étude qui est effectivement relativement ancienne. On pourrait se demander si on retrouve des chiffres un peu similaires dans des études plus récentes. Et donc, l'étude de Dombert et collaborateurs, qui est beaucoup plus récente puisque 2016, sur une population beaucoup plus importante de presque 9000 hommes recrutés en ligne, montre que 4% de ces participants avaient déclaré des fantasmes sexuels sur les enfants prépubères et particulièrement, en majorité, plutôt sur des enfants prépubères filles. Et cette attirance sexuelle envers les enfants, elle ne concerne pas que les hommes, elle concerne aussi les femmes, comme le montre l'étude de Wurtelet et collaborateurs. Et vous voyez par exemple que parmi les différentes propositions qui leur ont été faites, il peut y avoir une adhésion au fait d'avoir été sexuellement attirés par des enfants jeunes. Donc c'est le cas pour 4% des hommes interrogés, mais aussi 2% des femmes. Donc on a une proportion qui est beaucoup plus faible chez les femmes, mais qui existe quand même. Donc là, on parle d'attirance, d'adhérer à des idées d'attirance envers les enfants. Si effectivement cette attirance est beaucoup plus importante, si elle est plus chronique, Yves reparlera de la définition de la pédophilie. On va effectivement se questionner sur la présence d'un trouble pédophilique. Et lorsqu'on veut s'interroger sur la prévalence du trouble pédophilique en population générale, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les estimations les plus probantes expliquent qu'il y aurait 3 à 5% d'hommes dans la population générale qui souffriraient de pédophilie. Et alors, lorsqu'il s'agit des femmes, l'identification est encore plus compliquée et on peut supposer effectivement qu'une petite fraction de la prévalence des hommes va potentiellement concerner aussi des femmes.
Et donc, on va veiller évidemment à bien distinguer le fait de se sentir ponctuellement attiré sexuellement par les enfants, le fait de se sentir régulièrement de manière pathologique attiré par les enfants, on va parler évidemment de pédophilie. Et puis, on fera encore une distinction importante qui est celle de distinguer la pédophilie de la pédocriminalité, où effectivement, là, il sera question de passage à l'acte dans le réel sur des enfants avec contrôle sexuel. Alors, comme Ingrid le soulevait, donc au niveau du DSM, 3 à 5 qu'on estime de la population aurait des intérêts sexuels envers les enfants. Et dans pour ma part, ce qui m'a amené à réfléchir en ce qui a trait, donc toute l'importance des ou qu'on a insérés dans le trouble pédophilique au niveau du DSM. Alors, puis on peut remarquer, comme j'ai soulevé, où les pulsions sexuelles ou les fantasmes entraînent une détresse importante. Donc, c'est ce qui fait qu'au CIDS, nous avons mis sur place, ça a comme accentué notre réflexion pour mettre sur place vraiment notre programme en termes de prévention, pour répondre à cette portion et d'autres aussi, d'autres individus, mais prioritairement pour répondre aux besoins d'individus qui sont aux prises avec une souffrance en lien avec des intérêts sexuels envers les mineurs qui n'ont pas passé à l'acte. Donc, cela dit, vous l'avez certainement remarqué, pourquoi les personnes attirées sexuellement par les mineurs qui ne sont pas sous emprise judiciaire, qui ont peu ou pas tendance à venir consulter? Et c'est souvent une question que je pose aux clients, par exemple, à l'intérieur d'un processus, soit d'intervention ou processus thérapeutique, ou entre autres au niveau des expertises sexologiques que j'effectue. À un moment donné, je soulève la question, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas venu consulter auparavant avant d'être judiciarisé? Et là, je reçois toutes sortes, bien entendu, toutes sortes de questions. Ça va de justification, ça va de la négation, ça va avec l'ouverture, tout type de réponse. Donc, à ce moment-là, ce qui est important de se poser comme question, c'est toute la question des obstacles. Donc, qu'est-ce qui fait que les individus ne viennent pas ou peu consulter, surtout les individus qui sont aux prises avec ce genre d'intérêt sexuel-là envers les mineurs? Donc, en parcourant la documentation, on peut constater qu'il y a des obstacles majeurs, assez importants, qui vont faire en sorte que ces individus-là, ces clients-là ou ces personnes-là vont rester en retrait et ne viendront pas consulter. Dans la documentation, le principal obstacle qui est soulevé, c'est le stigma social. Et le stigma social, bon, sans nécessairement entrer dans le détail par rapport à comment est-ce que les dossiers d'abus sexuels, comment est-ce qu'ils sont traités au niveau des médias. On peut voir toutes sortes de termes, toutes sortes d'étiquettes. Donc, on peut voir aussi, comme il est mentionné, comme on peut voir dans la diapositive, la confusion entre pédophilie et agresseur sexuel. Et là, je soulève le fait, agresseur sexuel, le terme agresseur sexuel, déjà, on est enclin à penser qu'il a déjà passé à l'acte. Donc, si c'est un agresseur sexuel, il agresse sexuellement. Alors, le risque, c'est de faire des amalgames entre le terme pédophilie, agresseur sexuel et d'autres types aussi d'étiquettes, c'est-à-dire que des individus sont aux prises avec une problématique de pédophilie. Il y en a certains, comme on a vu, comme Ingrid l'a soulevé, qui n'ont pas passé à l'acte, mais qui sont aux prises avec des intérêts sexuels envers les mineurs. Cela dit, le stigma social, les étiquettes, font en sorte que les individus, encore une fois au niveau de la documentation, certains auteurs ont soulevé le fait que ça amène ces individus-là, ces personnes-là, à se sentir rejetés socialement, à vivre la solitude, à vivre une certaine détresse, puis faire en sorte de satisfaire de façon inadaptée leurs besoins relationnels, puis leurs besoins d'intimité, leurs besoins sexuels. Et pour vraiment, toute la définition de la stigmatisation est importante. Ça fait en sorte que les individus finissent par s'auto-étiqueter eux-mêmes. Puis même certains de mes clients, c'est pas si rare que ça, qui m'ont partagé le fait qu'ils s'en vont à l'extérieur, soit au supermarché ou ailleurs, ils ont l'impression que les gens sont capables de lire
qu'ils ont des intérêts sexuels envers les mineurs. Certains sont plus convaincus, d'autres le sont moins, mais à tout le moins, c'est de se promener avec une étiquette. C'est que vous pouvez, si on pourrait mettre ça en image, on pourrait mettre en image le fait comment est-ce qu'un individu pourrait se sentir avec cette étiquette-là, sachant très bien qu'il y a des intérêts sexuels avec les mineurs, il garde ça pour lui, mais il n'a pas passé à l'acte. Donc, à ce moment-là, si on veut l'illustrer rapidement, c'est comme si cet individu-là, s'il s'en va au supermarché, il a l'impression que les gens le livrent. Quand il se promène, cet individu-là se promène au supermarché, il s'auto-étiquette. Donc, ce qui fait en sorte qu'il va générer une souffrance émotionnelle. Donc, cette souffrance émotionnelle-là va faire en sorte que va avoir une importance capitale sur le fait d'aller chercher de l'aide ou pas chercher de l'aide. Comme on peut voir dans la diapositive, il y a d'autres types d'obstacles. Donc, les craintes des clients. Donc, entre autres, en l'occurrence, la crainte, la peur d'être dénoncé, la peur qu'on découvre qu'il y a des intérêts sexuels envers les mineurs. Et il y a d'autres aussi, il y a d'autres obstacles externes, sans nécessairement tous les nommer, là. Surtout, la difficulté de trouver un professionnel, une ou un professionnel, d'être à l'aise, d'intervenir avec eux. Parce qu'effectivement, c'est pas évident d'intervenir, d'être dans une position d'intervenant ou de professionnel ou de peu importe le type de professionnel, quand on intervient avec ces gens-là, c'est pas toujours évident. Puis ce qui est reconnu au niveau de la documentation, certains articles, certains auteurs soulèvent que la stigmatisation sociale, la peur qu'on découvre que ces gens-là ont des intérêts sexuels, ce serait vraiment les obstacles les plus majeurs en lien au fait d'aller chercher de l'aide ou ne pas aller chercher de l'aide. Du coup, on peut se poser effectivement la question de savoir ce qu'on peut proposer à ces personnes qui se savent sexuellement attirées par les enfants. Alors, il y a plusieurs possibilités en matière de prévention. On va évidemment se centrer sur la question d'éviter ce premier passage à l'acte. Et on voulait vous resituer effectivement la prévention là qui va supporter nos différents dispositifs au regard des différents types de prévention qui existent. Donc évidemment, on a la prévention primaire qui va plutôt parler au grand public, aux institutions, aux enfants, avec l'idée de pouvoir très tôt ne pas éviter le destin d'être victime ou d'être auteur. En France, par exemple, on peut mettre en place, j'imagine dans d'autres pays aussi, bien sûr, des groupes d'éducation sur les compétences psychosociales, qu'on sait qui sont des facteurs importants dans le processus. On va aussi beaucoup s'intéresser à la prévention tertiaire, notamment à la prise en charge de la récidive, par exemple avec plein de dispositifs possibles autour de la justice restaurative. Je prends l'exemple des cercles de soutien et de responsabilité, mais il en existe évidemment plein d'autres sur le plan sanitaire, social et sur le plan judiciaire. Mais finalement, pour les personnes qui sont pédophiles abstinentes, qui ont des comportements sexuels problématiques, qui donc se savent attirés par les enfants, effectivement, il y avait plus de choses en matière de prévention secondaire. Et donc, on situe, Yves et moi, nos dispositifs à cet endroit-là. L'idée, elle n'est pas nouvelle, hein, l'idée de proposer une helpline pour les personnes qui se savent sexuellement attirées par les enfants. On peut prendre plusieurs exemples, et notamment le Dunkelfeld Project, qui est un dispositif qui a été créé en 2005 pour les patients pédophiles et hébéphiles, qui se situe en Allemagne, avec l'idée vraiment de pouvoir proposer une intervention précoce à ces patients-là, afin d'avoir une action de prévention efficace. Les principes sont très simples, c'est l'empathie, pas de discrimination au regard des préférences sexuelles des personnes qui téléphonent et ensuite qui vont être reçues. Confidentialité et anonymat dans un premier temps qui va garantir le fait, évidemment, d'aller vers ce dispositif-là. Ça va en résonance avec ce que disait Yves sur le stigma social. Et une attitude qui ne va pas augmenter le sentiment de culpabilité et de honte, mais plutôt qui va aller favoriser le fait de pouvoir être évalué et aller en soins et traiter cette question de préférence sexuelle pédophile. Je n'ai pas des chiffres très, très récents à vous proposer sur ce dispositif, mais il y avait une étude qui date de 2018 qui avait montré que le fait de passer par un dispositif de helpline, ensuite permettait en fait, pour une partie de cette population, d'accéder à un diagnostic clinique complet, de potentiellement accéder aussi à un traitement et d'adhérer peut-être de manière plus importante à un traitement du coup psychothérapeutique pour éviter le passage à l'acte. Alors,
au niveau de notre démarche au CIS en ce qui a trait au développement du programme de prévention, ça suffit. Alors, bien entendu, avec le temps, mis à part nos lectures au niveau de la documentation dans les années antérieures, mais on a eu, bien entendu, on a eu comme une première prise de contact là, avec le Royaume-Uni, en particulier M. Stuart Allardyce, pour finalement avoir l'autorisation de faire traduire l'ensemble des modules là, du programme Stop It Now là, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Alors, le début de la traduction, on a traduit tous les modules de l'anglais vers le français. Ensuite, les recherches pour mettre en place la ligne d'écoute au mois d'octobre 2020. L'inauguration de la ligne d'écoute et des modules au début du mois de juin 2021. Et bien entendu, le lancement des services en anglais et du clavardage sur le site Internet, ça suffit, en janvier 2022. Donc, la mission du programme Ça suffit s'adresse aux personnes vivant une souffrance, bien entendu émotionnelle liée à des fantasmes sexuels envers les personnes mineures, dans le but d'offrir des services de soutien et aussi de référencement, dans le but de réduire cette détresse émotionnelle-là vécue par ces personnes afin de prévenir les infractions à caractère sexuel. On compile depuis presque le début du programme, on compile quand même quelques données concernant la ligne d'écoute et de clavardage et concernant aussi sur le site Internet sasuffit.info. Donc, la date et l'heure de l'appel, le genre des appelants, le rôle des appelants, le motif de l'appel, la nature de l'intervention, les appels durent combien de temps, et sur le site Internet, le nombre de visites sur le site, le nombre de visites par exercice ou par module consulté. Ce qui est important de soulever, c'est qu'il n'est pas possible de localiser les personnes parce que, bien entendu, on veut garder la confidentialité, mais aussi l'anonymat, dans le sens que pour favoriser que ces gens-là viennent consulter le site Internet de façon anonyme. Mais par exemple, on s'est aperçu qu'on recevait au début plusieurs appels de personnes qui résident à l'extérieur du Québec, probablement sans doute à cause de l'importance des besoins de la mission de Ça suffit, mais aussi de celles d'autres ressources, dont en l'occurrence, ici, j'aimerais nommer aussi au Canada, l'occurrence au Canada de Talking for Change. Vous irez voir sur le site Internet. Donc, ça ressemble un peu à ce que le programme Ça suffit. Mis sur pied par Ainsley Eastman et ses collègues. Il y a une ligne d'écoute, il y a du clavardage et il y a du traitement aussi, les personnes qui veulent aller en traitement en personne. Donc, puis en plus de ça, le programme est subventionné. Bien entendu, notre ligne d'écoute, pour avoir une ligne d'écoute, ça nous prend des bénévoles. Donc, la plupart de nos bénévoles sont des étudiants et des étudiantes dans divers domaines, psychologie, criminologie. En moyenne, ça varie depuis, le programme là, est sur pied depuis un petit peu plus d'un an. On a à gérer entre 40 et 50 bénévoles qui répondent à la ligne d'écoute puis au clavardage du lundi au jeudi de 9h à 18h. Et depuis le début, il y a à peu près 3000 heures de bénévolat cumulées pour assurer les services. Cela dit, on met de plus en plus en place que les bénévoles vont bénéficier, puis vont continuer de bénéficier de formations, dont entre autres, dès le départ, avant de recevoir les appels, bien sûr, il y a une journée complète de formation, comment faire les choses, dont entre autres au niveau de l'écoute active, etc. J'aimerais soulever que c'est quand même beaucoup de gestion, beaucoup de travail, et ça prend un grand désir d'aider puisque nous n'avons aucune subvention, donc on gère tout ça de façon à l'intérieur des heures du CIDS. Donc,
Donc, le nombre d'appels par mois, on peut voir que ça peut varier. On peut voir qu'au niveau des mois, là, de juin à septembre, d'octobre à décembre, les trimestriels, de 3 mois en 3 mois. Donc, on peut observer que, bon, ça s'est mis à augmenter à partir de janvier 2022. Actuellement, on a connu une petite baisse, mais les statistiques ne sont pas tout à fait à jour. Et ce que je peux soulever, par exemple, c'est que c'est majoritairement des hommes qui appellent. Hein, on peut le voir en orange, chez des hommes. Depuis le début, il y a 510 appels à la ligne d'écoute, dont majoritairement des hommes à 93% depuis sa création en juin 2021. On peut remarquer qu'il y a quelques femmes qui ont appelé aussi. Donc, les hommes appellent pour eux. C'est intéressant de voir parce que nous, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui appelle pour lui ou pour elle, mais à tout le moins, ce qui est intéressant de voir dans nos statistiques, c'est que majoritairement, les hommes appellent eux-mêmes pour recevoir le service. Donc, les 400, bien entendu, 440 appels proviennent d'individus directement concernés. Donc, c'est très, très, très encourageant. Donc, ces appels-là, l'objet des appels, encore une fois, on peut voir à 9,5%, à 8%, puis à 8%. Donc, majoritairement, les sujets des appels, les intérêts sexuels pour les mineurs, les intérêts sexuels socialement inacceptables, puis la pornographie juvénile. Donc, ça représente quand même un certain pourcentage, ce qui est un peu surprenant. Et non, parce que c'est certain que ça suffit, et là, pour répondre à un certain besoin au niveau des personnes qui ayant des intérêts envers les mineurs. Mais autres troubles sexologiques, dont des fantasmes non déviants envahissants, des problèmes érectiles, masturbation compulsive. Donc, à 50% du temps, on a ce genre d'appel-là. Donc, si on voudrait soulever certaines hypothèses, ou entre autres, peut-être que ça répond à un besoin au niveau de la sexualité, que les hommes ont besoin de parler de leur sexualité. Peut-être. Donc, sans vouloir... Au niveau du clavardage, bien sûr, le clavardage est un peu moins populaire, mais quand même, on peut remarquer ce qui est majeur, c'est les intérêts sexuels envers les mineurs. Bien, le clavardage en ligne, bien, il y a quand même un 37% sur l'ensemble des individus qui ont demandé pour clavarder. C'est quand même intéressant de voir que 37% ça concerne des intérêts sexuels envers les mineurs et que 7% tout autre trouble sexologique. Maintenant, quel âge? Quels sont les âges des personnes qui ont fait une demande de clavardage? Bien, en majeure partie, ce sont des adultes. Ce sont des adultes qui font les demandes de clavardage. Mais cela dit, il y en a qu'on n'a pas leur âge, donc, mais aussi quelques adolescents. D'ailleurs, c'est un de nos objectifs de faire en sorte que d'avoir un peu plus d'adolescents ou de jeunes hommes ou de jeunes adultes pour les attirer, pour faire en sorte que ça réponde à un certain besoin au niveau du clavardage. La nature des interventions. Donc, on peut voir que la majeure partie du temps, les interventions que nos bénévoles font, ce sont de l'écoute active. C'est-à-dire que les gens appellent pour parler de leurs besoins, parler de leurs fantasmes, parler de leur sexualité. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là. Écoute active et référencement parce qu'on va voir plus tard, quand je vais décrire un peu l'ensemble de la plateforme, l'ensemble du programme Ça suffit, mais il y a le fait aussi qu'on fait de l'écoute et du référencement comme on peut voir en orange. Donc, ce n'est pas juste de faire de l'écoute active. Parfois, l'écoute active se transpose en un référencement dans une région ou une autre. Pas nécessairement, là, vraiment pas nécessairement du référencement à notre ressource à nous au CIDS. Pas vraiment. La majeure partie du temps, c'est des adultes qui font des demandes de clavardage.
la nature des interventions, le nombre de personnes, ben, on peut voir, encore une fois, que c'est la nature des interventions, que c'est de l'écoute active. La durée des interventions, c'est intéressant de voir aussi au niveau de la durée des interventions. Quand les gens s'appellent, est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce qu'on réussit à les garder au bout du fil? Ben, c'est quand même intéressant de voir que 40%, 30%, c'est pas rare que les appels sont d'une durée de 30 minutes, de 0 à 15 minutes ou de 30 minutes. Donc les gens prennent un certain temps pour développer puis pour parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, ou ben ça inclut aussi 501 appels, ça inclut le clavardage aussi depuis octobre 2021. Mais cela dit, ben, les gens passent du temps puis prennent le temps d'aborder leurs difficultés. Maintenant, au niveau du site Internet comme tel,